Bien, donc revenons sur ce sujet des mines de cette année. Pour la première question, on demande simplement d'exprimer finalement le théorème d'Ampère. Donc pour le théorème d'Ampère, on note qu'on est en RQS et on donne l'équation de Maxwell-Ampère locale dans le cadre de la RQS, donc sans le terme de courant de déplacement qui est simplement rotationnel de H égale J, et bien sûr ici J désigne uniquement le vecteur densité volumique de courant libre, c'est-à-dire associé au courant qui passe dans les fils électriques, pas le courant d'aimantation. Ensuite, pour exprimer le théorème d'Ampère, eh bien, on rappelle rapidement le théorème de Stokes. Donc on choisit un contour quelconque orienté fermé, et dessus s'appuie une surface sigma orientée conforme au contour. Et donc le théorème de Stokes dit que la circulation de H le long du contour vaut l'intégrale double du rotationnel de H scalaire ds. Le flux étant calculé sur la surface sigma qui s'appuie sur le contour. Et on remplace, grâce à l'expression de Maxwell-Ampère, rotationnel de H par J, et l'intégrale des J ds, le flux du vecteur courant représente par définition le courant, et ici qui est le courant libre enlacé, qui sera bien sûr compté positif si le vecteur J est effectivement conforme à l'orientation de C. Ensuite, on demande quelque chose d'assez similaire pour Maxwell-Thomson. Donc on rappelle l'expression de Maxwell-Thomson, divergence B égale 0, et on sait qu'en utilisant le théorème d'Ostrogradsky, eh bien, on obtient que le flux du champ magnétique à travers une surface fermée orientée fait 0. Et ce qui dit autrement, c'est que, donc ça c'est l'équation locale, ça l'équation locale ici, l'équation intégrale ici, et donc la phrase qui est que B est un flux conservatif. Ensuite, on va passer par une série de questions sur les propriétés de symétrie du champ. Donc j'ai représenté un petit peu rapidement, donc ici nous avons le noyau ferromagnétique, et nous avons la bobine ici, bobine du circuit primaire, c'est la seule qui est finalement alimentée, donc c'est la seule qui compte vraiment pour les calculs de champ magnétique. On voit que le plan π, qui est le plan x ou y, c'est un plan de symétrie des courants, donc c'est un plan d'antisymétrie du champ magnétique. Et si c'est un plan de symétrie du champ magnétique, en tout point de ce plan, le champ magnétique est orthogonal à ce plan. Donc le champ magnétique en un point du plan, π est forcément selon uz. Voilà. On continue avec les propriétés de symétrie, un peu plus techniques. Donc ensuite, on va avoir des propriétés pour un point M quelconque, pas forcément un point qui serait situé sur le plan π. Donc ce qu'on peut déjà noter, c'est que, donc je reprends maintenant le plan, donc je appelle le plan π2. Le plan π2, c'est le plan de la feuille, d'accord, et ce plan π2, on voit que c'est un plan d'antisymétrie des courants, parce que si vous appelez la symétrie par rapport à la feuille, les courants vont se retourner. Donc si ce plan π2 est un plan d'antisymétrie des courants, c'est un plan de symétrie pour B, et en particulier si c'est un plan de symétrie pour B, B doit être contenu dans ce plan π2. Donc, vu que UZ est comme ceci, donc UZ est comme ça, et UR est comme ça, et Uθ est donc perpendiculaire à la feuille, on peut déjà noter que le champ magnétique n'a pas de composante selon θ, et donc le champ reste dans le plan, voilà, dans le plan de coupe. Alors on peut aller plus loin, donc là je vais inverser un peu, on va aller plus loin. On peut aussi noter, donc on peut aller un peu plus loin sur des propriétés. Si on reprend le plan π de départ, on a dit que c'était un plan de symétrie des courants et donc d'antisymétrie du champ. Donc si on considère deux points symétriques par rapport à ce plan, le point M d'abscisse Z et le plan M' d'abscisse moins Z, eh bien si vous partez du champ B, qui est ce qu'il est au point M, on ne sait pas encore vraiment, eh bien vous pourriez prendre son symétrique, qui serait donc le symétrique. Si on traçait le symétrique, il serait comme ceci, d'accord, et donc l'antisymétrique, on met un signe moins. Donc en fait, si vous avez B en M ici, au point B', B en M' doit être son antisymétrique, donc doit être comme ceci. En particulier, ce qu'on voit bien, c'est que selon uz, on doit avoir ici le BZ qui sera comme ceci, et donc on aura ici le même BZ. Et donc on a forcément un champ magnétique, enfin la composante du champ magnétique selon Z qui doit être paire en Z, et en revanche
pour la composante sur UR comme ceci. Bon, elle sera impaire, d'accord, parce que voilà, elle est retournée, d'accord. Donc on aura en fonction de Z, on aura un champ magnétique, mais on le voit facilement sur le graphique, quoi, quand on trace BM et B en M', la composante sur Z est la même en Z et en moins Z, et la composante sur R est opposée, pardon, donc le caractère impair. On peut aller encore un peu plus loin. On peut aussi noter que si on considère le plan Pi3 que j'ai fait ici, donc le plan Pi3 qui est un plan qui contient O, qui contient UZ et qui contient Uθ qui serait vers nous, comme ceci, eh bien on voit bien que ce plan est un plan d'antisymétrie des courants à nouveau. Les courants vont se permuter. Et donc si c'est un plan d'antisymétrie des courants, c'est un plan de symétrie du champ. Et donc on va donc avoir que si vous avez B en M qui est comme ceci, au point symétrique, B doit être son symétrique. Donc on voit en particulier que au point M et M', la composante BZ doit être la même, alors qu'au point M et M', alors la composante BR est aussi la même, enfin, le champ magnétique est différent, mais il faut attention que le vecteur UR est toujours sortant. Donc le vecteur UR étant toujours sortant, on a bien à chaque fois le champ magnétique qui est comme ceci. Voilà. En tout cas, pour la forme du champ magnétique, vous devez avoir les composantes pour un point M et un point M', les composantes en Z et en R seront les mêmes. Attention que le vecteur UR est sortant dans les deux cas. Donc ça, c'est pour toutes les propriétés de symétrie qu'on peut tirer. Je ne sais pas s'il demandait tout ça, mais voilà, toutes les propriétés de symétrie qu'on peut obtenir. Alors après, pour la question 5 que j'avais fait là, bon, bah, si vous reprenez le document, la figure 3 de la question 5, vous verrez qu'effectivement, bah, toutes ces propriétés qu'on a observées sont bien présentes. La forme du champ, les symétries, toutes les parités, les imparités sont présentes. Je continue là-dessus. À la question 6, on vous trace... donc au sein du matériau magnétique, on vous trace les composantes BZ et BR en fonction de Z. Et effectivement, on retrouve les propriétés qu'on a vues précédemment. On retrouve que B de Z est pair en Z et on retrouve que B de R est impair en Z, comme on l'a montré en particulier à cette question-là. Voilà. C'est le résultat qui est ici, d'accord. On l'avait obtenu ici, ce résultat. Voilà. Ensuite, si on trace une ligne de champ, on prenait une ligne de champ, et donc vous voyez bien que si la ligne de champ, on oriente conforme au courant, donc on a le courant comme la spire, si vous voulez, puis ça oriente un champ magnétique selon les plus UZ. Donc on voit bien quand le champ magnétique s'évade de façon radiale, eh bien on voit bien que si on trace UZ et UR, il apparaît clairement que les deux composantes de B sont positives, alors qu'ici la composante de B selon Z est positive, la composante de B sur UR est négative. Voilà. Donc voilà pour les résultats qui confirment tout ceci. Bon, les questions sont parfois un petit peu redondantes, mais enfin ça confirme tout ceci. Ensuite, on passe à une question sur le champ, sur les directions du champ. Alors on voit effectivement que on constate que la composante B de R ici s'annule quasiment à la sortie du matériau magnétique. Alors ceci est dû au fait qu'on sait que lorsqu'on passe d'un matériau de très haute perméabilité magnétique à un matériau de perméabilité magnétique relative égale à 1, eh bien en fait on sait que le champ magnétique va sortir perpendiculaire à la surface, et donc vu que le vecteur surface est selon UZ, eh bien B à la sortie ici doit aussi être selon UZ. C'est ce qui fait que donc si B est selon UZ, forcément sa composante radiale s'annule, elle s'annule ici, elle s'annule là. On a le même type de propriété. Si vous reprenez les figures de l'énoncé, on voit que radialement, au niveau des surfaces latérales, on a un champ quasi radial, parce que dans ce cas-là, le vecteur surface c'est UR, c'est selon UR, et donc le champ magnétique ici serait quasi radial. Donc à chaque fois, on retrouve ce phénomène qui est que lorsqu'on rentre ou lorsqu'on sort d'un matériau ferromagnétique, à la sortie du matériau ferromagnétique, le champ magnétique est normal à la surface. Et donc c'est bien ce qu'on voit en différents lieux de la figure. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant et je reprendrai sur une seconde vidéo peu après.